La novlangue, eh bien voici un sujet tout à fait d'actualité. Ça fait longtemps que ce terme de novlangue est actuel, dans la mesure où c'est en 1949 que le livre de George Orwell, 1984, a été publié pour la première fois. Et depuis, eh bien, ce livre n'a pas cessé d'être actuel. C'est une dystopie, c'est-à-dire qu'on imagine dans ce roman d'anticipation un futur qui ressemble au présent, mais en pire. C'est ça, en fait, une dystopie. C'est une accentuation des travers d'une certaine époque en imaginant que, justement, au fil des ans, au fil des décennies, eh bien, dans le futur, les travers de cette époque seront exacerbés et ça donne effectivement souvent une image tout à fait effrayante. Et on pourrait se dire, ah bah, c'est pas si grave que ça, c'est de la science-fiction. Bah, en fait, oui et non, dans la mesure où ce que l'on qualifie de science-fiction est une extrapolation des travers de notre époque. Alors, dans ce livre 1984, George Orwell, qui était un journaliste indépendant, un homme de gauche. La preuve, il a là, en 1936, participé à la guerre d'Espagne dans les rangs des brigades internationales. Et c'est à ce moment-là qu'il a constaté que dans les rangs, notamment des militants inféodés au Parti communiste d'Union soviétique, eh bien, il y avait là aussi une chasse aux sorcières. Et finalement, les militants de gauche qui n'étaient pas sur la même ligne que le Parti communiste pouvaient être aussi ostracisés, alors même qu'ils étaient censés tous lutter contre les fascistes. Donc une grande déception, on l'imagine, pour Orwell. Mais Orwell n'est jamais devenu pour autant un militant de droite, hein. Même si certaines personnes de droite l'invoquent ou l'évoquent aujourd'hui, Orwell a toujours été un homme de gauche, et il l'a prouvé à plus d'un titre. Et donc, mais revenons à 1984 et à cette fameuse novlangue dont nous voulons parler aujourd'hui. Alors dans le livre d'Orwell, il y a un régime totalitaire. On peut penser que son exemple, il l'a choisi par rapport au stalinisme, donc au régime de Staline en Union soviétique, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Et, euh, et en fait, c'est Big Brother. Big Brother, il est partout, il est omnipotent, omniscient, mais on ne le voit jamais réellement. Ce qu'on voit, c'est des posters, des affiches énormes qui sont placardés dans toute la ville. En l'occurrence, il s'agit de Londres. Et en fait, c'est une sorte d'extrapolation de la guerre froide, puisque dans 1984, il y a trois ensembles étatiques mondiaux qui s'affrontent et qui se partagent le monde. Donc il y a l'Estasia, l'Océania et l'Eurasia. Et donc l'Océania comprend ce qu'on appelle aujourd'hui les États-Unis d'Amérique, mais aussi l'Angleterre, une partie de l'Europe, mais je ne suis pas sûr. Et ces trois puissances, donc l'Estasia, l'Eurasia et l'Océania, se battent pour le contrôle du monde. Et, euh, et elles sont soumises à un régime d'endoctrinement. Les peuples sont soumis à un régime d'endoctrinement, mais c'est surtout l'Océania à laquelle nous nous familiarisons dans le livre d'Orwell, puisque effectivement l'essentiel de l'action se situe en Océania et surtout en Angleterre et plus particulièrement dans la capitale Londres. Revenons évidemment à cette fameuse novlangue, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. Alors, pour que le pouvoir de Big Brother en Océania soit complet, et pour que les populations soient tout à fait soumises et obéissantes, il faut, pour le régime, opérer une, faire une opération chirurgicale sur le langage, en quelque sorte. Eh bien, c'est de la chirurgie langagière, si on peut parler comme ça. La propagande est constante. Et il y a aussi en Océania
dans le langage politique et dans le langage courant ce qu'on appelle une inversion des valeurs. Alors je vais donner un exemple tout simple. Les slogans du régime sont particulièrement choquants. Exemple, la guerre c'est la paix, la liberté c'est l'esclavage, l'ignorance c'est la force. Alors si vous observez nos sociétés d'aujourd'hui, et peut-être le pays dans lequel vous vivez, peut-être que vous aurez la grande déception de constater que nous sommes en train de vivre grandeur nature 1984, hein, nous sommes dans une dystopie. Bon, moi je vais pas me casser la tête, je vais prendre l'exemple tout simplement de la France macroniste. Donc la liberté c'est l'esclavage, l'ignorance c'est la force, la guerre c'est la paix. Bon bah nous sommes tout à fait dans ce cas de figure. Alors aujourd'hui, on a souvent tendance à qualifier de novlangue un langage administratif, politique, journalistique, qui simplifie les problèmes de façon outrancière et qui simplifie tellement les problèmes qu'il les caricature et qui caricature tellement les problématiques qu'en fait, on assiste carrément à une falsification. Alors, on ne va pas passer en revue tout le vocabulaire qui peut être assimilé à une novlangue. Mais on va quand même prendre quelques points saillants, s'appesantir sur quelques points saillants et sur des expressions qui correspondent à différentes novlangues, mais dans des contextes différents. Parce que tout à l'heure, j'évoquais le macronisme, donc bien sûr, c'est un cas tout à fait patent, mais la novlangue peut intervenir dans différents domaines. La novlangue peut intervenir en entreprise, par exemple. La novlangue peut intervenir, bon, on l'a vu dans le champ politique, mais aussi dans des organisations, dans des associations, même au sein de partis d'opposition à un régime dictatorial. Il peut exister aussi une forme de novlangue, hein. Donc, alors je vais prendre 4 exemples aujourd'hui. Pour commencer, ce sera largement suffisant. Alors, il y a un terme qui, depuis l'épidémie, la plandémie ou pandémie, vous avez vu, j'ai fait un lapsus. J'ai dit la plandémie au lieu de dire la pandémie. Mais c'était volontaire. Donc, le terme complotisme a énormément été utilisé par les journaux mainstream durant l'épidémie de Covid-19. Alors, qu'est-ce que le complotisme ? A priori, tout le monde est censé savoir ce que c'est. En fait, les complotistes, ce sont des gens qui voient des complots partout. Alors, la première question qu'il faudrait se poser est celle de savoir s'il existe, oui ou non, des complots. Et donc, à cette question, j'ai souvent l'habitude de répondre, tout le monde sait qu'en fait, les complots n'existent pas. C'est pour ça qu'Abraham Lincoln est mort dans son lit à l'âge de 164 ans, en buvant des tisanes. Idem pour Patrice Lumumba, pour John Fitzgerald Kennedy et Martin Luther King. En fait, il y a un mot qui est dans le dictionnaire, qui figure dans tous les dictionnaires et que apparemment nous avons presque tous oublié, c'est le mot complot, bien sûr, mais en fait il est dérivé du mot complot, c'est le mot comploteur. Donc le mot comploteur existe, il est, comme je le disais à l'instant, il figure dans tous les dictionnaires, et pourtant beaucoup de journalistes de la presse mainstream font comme si ce mot n'avait jamais existé. Et donc, alors, qu'est-ce qu'un comploteur ? Un comploteur, c'est quelqu'un qui fomente, qui participe à un complot. Qu'est-ce qu'un complot ? C'est le travestissement organisé de la réalité. C'est une action politique cachée, destinée à prendre le pouvoir. Voilà ce qu'est un complot, en quelque sorte. Donc, il peut se manifester de différentes manières, par un attentat, par
par un mensonge. Je prends, justement, parlons de mensonge. Je vais prendre un exemple tout simple. À la fin des années 80, durant le renversement en Roumanie du régime de Ceausescu, il y a eu le fameux massacre de Timișoara, le fameux charnier de Timișoara, qui, quelques jours avant la chute totale du régime, avait défrayé la chronique au sein de la presse occidentale, sachant qu'il y avait donc dans cette ville de Timișoara un charnier comprenant les corps d'opposants qui avaient été massacrés, d'opposants ou de villageois, ou de citadins en tout cas, qui avaient été massacrés par le régime de Ceausescu. Et donc la réprobation internationale a accompagné donc, le renversement de Ceausescu par ses opposants, et puis après coup, finalement la presse très discrètement nous a dit en fait que cette histoire de charnier de Timișoara était une pure invention. Donc là, on a affaire effectivement à un complot, parce que pour accompagner le renversement d'un dirigeant politique, bon, il ne s'agissait pas spécialement d'un démocrate, bien sûr. Ceausescu était un dictateur, mais bon, nous savons très bien que dans le contexte global, il y a des bons dictateurs et des mauvais dictateurs. Donc, sans vouloir m'étendre là-dessus, c'est un peu comme le sketch des inconnus. C'est quoi la différence entre un bon dictateur et un mauvais dictateur? C'est un peu comme la différence entre un bon chasseur et un mauvais chasseur. Donc le bon dictateur, le mauvais dictateur, il fait des choses horribles. Il prive le peuple de ses libertés, il confisque l'argent national, il s'accapare des richesses de l'État, il fait régner la terreur, et c'est un mauvais dictateur. Et qu'est-ce qu'un bon dictateur? Il fait la même chose, finalement. Il accapare les biens de l'État. Il se rend coupable de détournement d'argent, donc. Il terrorise ses opposants, mais c'est un bon dictateur. Donc, vous voyez, c'est un peu subtil. Mais bon, je referme cette parenthèse, je m'égare un petit peu. Et donc, je reviens à ces différents termes. Comploteur, complot, complotiste. De quand date l'utilisation du mot complotisme? À mon avis, l'utilisation du mot complotisme date des lendemains de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy en 1963, le président des États-Unis d'Amérique. L'État américain a créé la commission Warren, qui était une commission qui devait mener une enquête et définir en fait quelles étaient les différentes responsabilités, les différents contextes ayant présidé à l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, et finalement établir une version non pas officielle, mais une version de référence. En l'occurrence, cette version de référence est devenue une version officielle, et si bien qu'une fois les travaux de la commission Warren rendus publics, toute personne, connue ou pas connue, mais toute personne qui contestait ou qui essayait d'émettre un raisonnement qui soit contraire aux conclusions de la commission Warren par rapport aux causes et au contexte de l'assassinat de Kennedy, ce genre de personnes était qualifié de complotiste. Voilà, donc il y avait une vérité officielle qui était celle de la commission Warren, et toute personne essayant d'établir une vérité concurrentielle avec celle de la commission Warren était qualifiée de complotiste. Donc nous voyons bien que en fait, l'utilisation du mot complotiste est caractéristique de la novlangue, parce qu'en fait, le but de de l'emploi de ce genre de terme est de disqualifier toutes les voix dissonantes, toutes les voix qui peuvent émettre des théories critiques par rapport à un événement, par rapport à une situation, ou par rapport à la politique qui est menée. Donc je pense que c'est suffisamment clair. Et bien sûr, ensuite, vous pourrez faire vos propres recherches. Hein. Ce n'est qu'une ébauche de recherche. On essaye de dessiner quelques pistes de façon à comprendre les problématiques attachées à l'emploi d'un mot qui fait irruption dans notre vie
dans notre vie et qu'on emploie comme s'il avait toujours été employé de façon aussi outrancière. Donc maintenant, on peut se polariser sur un autre terme qui a précédé l'emploi du mot complotisme de 15 ans ou 20 ans. Ça passe tellement vite, c'est incroyable. Et quand c'est comme ça, on a l'impression que le terme, il a toujours existé. Alors surtout pour les jeunes générations. Et même pour des personnes plus âgées, à partir du moment où un terme est employé de façon très fréquente par les médias, par les hommes politiques, on a effectivement l'impression qu'il a toujours existé. Alors, plus on a une culture, comment dirais-je, qui n'est pas dépendante de la conjoncture, qui n'est pas dépendante de l'actualité immédiate, effectivement, là, c'est plus difficile d'être manipulé, dans la mesure où on a des références, et dans la mesure où on se rappelle même de ces jeunes années où le vocabulaire politique était sensiblement différent. Et donc, c'est quand même une possibilité justement d'échapper à ce type de manipulation. Alors, je vais dissiper le mystère tout de suite. Le terme auquel je pensais à l'instant, c'est le terme communautarisme. Alors, ça fait au moins 25 ans maintenant qu'on nous bassine, excusez-moi cette expression quelque peu familière, qu'on nous bassine avec ce concept de communautarisme. En fait, pour la faire simple, il y a des gens, oui, alors attention, le contexte dans lequel je me situe est celui de la France, donc voire de l'État français, donc c'est très localisé, ce que je dis, c'est très local. Voilà. Et, mais dans le contexte français, on nous bassine avec cette expression, avec ce terme de communautarisme. Il y a des gens, oui, qui ne veulent pas s'intégrer, qui restent entre eux, etc. Donc, ce faisant, il y a une forme d'aveuglement mêlée d'hypocrisie et d'impossibilité de comprendre vraiment de quoi il s'agit, parce que finalement, l'être humain vit en communauté. Il n'y a que les ermites qui ne vivent pas en communauté. Alors, les ermites, ce sont des gens vus souvent comme des sages à l'exemple du grec Diogène, le philosophe grec Diogène qui vivait dans un tonneau et qui vivait à l'écart de la vie de la cité. Donc voilà, ça c'est un ermite, mais en dehors des ermites... l'homme est un animal social, donc il vit forcément en société et en communauté. Donc si on prend l'exemple de la France, la France, certes, est un pays unitaire, un État unitaire, donc c'est pas un État fédéral, où il y a plusieurs, certes, États fédérés qui ont chacun leurs lois, leur police, leurs règlements sur certains sujets, comme c'est le cas par exemple aux États-Unis, comme c'est le cas par exemple en Suisse. Mais la France est un État certes unitaire, mais ça n'empêche pas l'existence de communautés. Alors je prends un exemple tout simple, par exemple la communauté catholique. Alors c'est vrai qu'une bonne partie des Français sont d'origine catholique, mais ne sont pas pratiquants. Et donc, ils n'ont pas forcément une vie communautaire sur le plan de la religion qui est très dense. Il n'empêche, quand il y a un mariage, parfois c'est un mariage religieux, ils vont à l'église à cette occasion. Et donc c'est déjà un comportement de membres d'une communauté définie. Et quand il y a des obsèques, ils vont à l'église là aussi. Quand il y a un baptême, ils y vont aussi, même s'ils ne sont pas forcément pratiquants eux-mêmes. Il suffit que certains membres de leur famille soient plus pratiquants qu'eux, ils se déplacent et ils sont très contents d'aller à l'église à cette occasion. Il y a même des journaux en France qui sont comment dirais-je, possédés et qui sont animés par une lecture et une grille d'analyse catholique ou même simplement qui sont financés par des institutions religieuses.
Je pense par exemple à Télérama, je pense au journal La Vie, ce sont des journaux catholiques. Je pense peut-être à d'autres journaux. J'ai pas forcément La Croix, voilà, le journal La Croix, La Vie. Et Télérama sont des journaux catholiques. Donc, si ces communautés ont des journaux, il y a aussi des journaux qui sont qui émanent, ou des chaînes de télé qui émanent de la communauté juive. Par exemple, je prends l'exemple de I24. Voilà, I24, c'est une chaîne franco-israélienne, mais on pourrait prendre, il y a Radio J aussi. Et puis bien sûr, il y a aussi la communauté maghrébine, avec Beurre FM, etc. Donc il y a beaucoup de communautés en France. Quand on va à Paris, dans le quartier de Montparnasse, on est stupéfait de voir le nombre de crêperies qu'il y a à Montparnasse, tout simplement parce que traditionnellement, Montparnasse, c'est le quartier breton. Donc on trouve toujours beaucoup de crêperies et de commerces qui appartiennent à des Bretons. Peut-être moins qu'auparavant, mais c'est toujours le cas. Donc parler de communautarisme comme si le fait de vivre en communauté était spécifique à certaines communautés arabo-musulmanes et africaines noires, pour ne pas les nommer, c'est vraiment, encore une fois, de l'aveuglement ou bien de la mauvaise foi, puisque l'être humain vit en communauté. Et donc, en même temps, il y a quelque chose de paradoxal, parce que il y a une ségrégation spatiale qui est due au fait qu'il y a des discriminations sur le plan du logement. Et donc, ce qui fait que des personnes originaires des pays du Sud se retrouvent, surtout quand elles occupent des emplois qui ne sont pas forcément les mieux rémunérés, mais se retrouvent en fait dans les mêmes quartiers. Mais c'est pas toujours par choix. C'est parce que les gens habitent là où on leur permet d'habiter. Donc dire que c'est un choix communautaire, c'est vraiment fermer les yeux sur les discriminations en matière de logement. Donc tout simplement pour dire que le mot communautarisme, c'est un mot qui est très, comment dirais-je, spécieux sur le plan politique et qui ne correspond pas véritablement à une réalité anthropologique, sociale et culturelle. Donc c'est un mot qui ne sert à rien en fait. C'est un mot qui sert à culpabiliser éventuellement des communautés qui pourraient s'organiser pour défendre leurs droits. On leur fait comprendre par une espèce de pression psychologique que si elles veulent entre guillemets s'intégrer, il faut qu'elles s'affranchissent des liens qu'elles ont avec les gens qui leur ressemblent, avec leur famille, pour se fluidifier dans l'espace national. Mais on ne demande pas ça à tout le monde, on demande cela à certains seulement. Par exemple, un Américain blanc qui vient vivre à Paris et qui ne cherche pas non plus à parler français, mais qui va rester dans sa communauté d'Américains blancs en parlant anglais le plus souvent, et qui va travailler en France dans une société américaine, dans une multinationale américaine, il aura très peu l'occasion de parler français durant ses journées de travail, et même à la maison, il continuera à parler anglais, mais personne ne va l'accuser de communautarisme. Donc on voit bien que là, il y a aussi un fantasme raciste et une sorte d'ingénierie sociale pour contrôler les gens, en faisant pression pour eux, pour qu'ils brisent tous les liens qu'ils ont avec leur communauté d'origine. Donc voilà pour le mot communautarisme. Et d'ailleurs, un analyste politique assez sérieux comme Laurent Lévy a publié aux éditions Amsterdam, il y a peut-être une douzaine d'années, un livre qui s'intitule « Le spectre du communautarisme ». Et avec beaucoup de malice, il avait été interviewé, et dans la vidéo que j'avais pu visionner à cette occasion, il faisait la promotion donc de son livre, et avec beaucoup de malice, il disait « Mais ceux qui parlent de communautarisme, il suffit de les écouter, il suffit de les observer. En fait, c'est d'eux dont ils parlent. C'est celui qui dit qui est, comme disent les enfants. C'est d'eux dont ils parlent. » Donc voilà ce que disait Laurent Lévy, l'auteur du livre « Le spectre du communautarisme », il y a quelques années.
Donc voilà, le mot communautarisme fait partie de ces mots de la novlangue.